Bonjour et bienvenue dans une aventure remplie d'êtres bioniques, mi-humains, mi-machines, les artefacts. Aujourd'hui, on va en étudier deux généraux, à savoir Akiri et Silas Ren. Laissez-moi vous présenter ce duo iconique, fraîchement libéré après un coup de marteau fatal. Sans plus attendre, salut les magiciens, ici Totoru, on attaque la deck tech d'Akiri Silas, Art et Fact. Dans cette vidéo, je vais évidemment revenir sur les généraux. On va prendre un petit peu de hauteur sur le jeu et voir le deck en quelques chiffres. On va aussi se pencher plus dans le détail, j'en ai fait des packages. On va étudier la stratégie et quel est le plan de jeu. Aussi, ce qui est important, c'est les match-up. Comment est-ce que le deck va se comporter par rapport aux autres decks qui sont présents dans le metagame. Akiri Silas, c'est un deck qui existe depuis près de 10 ans. On peut dire qu'il y a quand même pas mal de choses à voir au niveau de son actualité. Allez, c'est parti, on attaque avec les généraux en commençant par Akiri, qui est un général aux couleurs Boros, une 0-3 pour 2, qui a l'initiative et la vigilance, et également qui prend +1, +0 pour chaque artefact qu'on contrôle. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit Akiri et Silas? Eh bien en fait, les deux généraux partagent une similarité, à savoir la capacité partner. Ce qui nous amène donc à notre artificier, Silas Ren, qui est une 2-2 contact mortel pour 3 aux couleurs Dimir, qui à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, nous permet de relancer depuis notre cimetière un artefact. En l'occurrence, ma decklist est plutôt orientée autour d'Akiri. Avec la nouvelle règle des partenaires, en effet, on ne peut lancer qu'un seul général par partie. Dans l'écrasante majorité des cas, ce sera Akiri. Voyons le deck en quelques chiffres, en commençant par le main deck. Ma liste joue 2 Planeswalkers, 22 créatures, 5 rituels, 16 éphémères, 13 artefacts, 2 enchantements et 38 terrains. Au niveau de la mana curve, on voit qu'elle est très centrée autour des valeurs de mana 1, 2 et 3. Pour rappel, les valeurs de mana un peu plus élevées vont avoir tendance à être des cartes qu'on peut pitcher, donc lancer depuis notre main en exilant une carte qui partage une couleur, à savoir Force of Will, Fury ou Solitude. On a donc un deck qui joue beaucoup de permanents et pour la majorité avec des coûts convertis de mana très bas, ce qui veut dire qu'on a un deck qui a tendance à être assez proactif et qui cherche à poser du board. Prenons le temps d'analyser le contenu du deck. Voici les catégories que j'ai réussi à isoler, à savoir les artefacts, ce qui comprend donc les mana rocks, donc les cailloux, ce sont des artefacts qui permettent d'ajouter du mana. On a les beaters, qui sont des permanents qu'on cherche à résoudre dans le but de clore la partie, généralement après un échange de ressources. Les cartes qui font le card advantage, donc des cartes qui vont nous faire piocher plus qu'elles nous ont coûté. Les cantrips qui se remplacent directement dans notre main, et les tutors qui nous permettent de se remplacer et de sélectionner la carte de notre choix dans notre bibliothèque. Pour soutenir notre plan de jeu, il faut également interagir avec l'adversaire et ce qu'il peut nous proposer. C'est pour ça qu'il y a des contresorts et des anti-bêtes. Aussi, j'ai des petits packages un petit peu épicés, à savoir ceux qui donnent célérité, les Mother qui donnent protection aux permanents qu'on souhaite défendre et garder à tout prix, un petit peu de denial adverse, c'est-à-dire aller disrupter l'adversaire dans le développement de son plan de jeu, et enfin, une des cartes maîtresses du deck, Urza's Saga. Akiri Silas est un deck qui va bénéficier d'avoir beaucoup de permanents en jeu, qui plus est des artefacts. Si on revient sur les listes d'il y a quelques années, celles-ci jouaient plus d'une dizaine de cailloux. Donc ces artefacts qui ajoutent du mana. En 2025, le rythme de la partie s'est beaucoup accéléré et on ne peut plus se permettre d'en jouer autant. Mais ça reste un élément moteur dans le deck, il faut donc en jouer quelques-uns. Moonsnare Prototype va nous permettre, en engageant un artefact ou une créature qu'on contrôle, d'ajouter un mana incolore. Elle peut également agir comme un removal avec sa capacité à se défausser depuis notre main pour mettre un permanent au-dessus ou en dessous de la bibliothèque du joueur qui la contrôle. Arcane Signet, c'est un petit peu comme une Command Tower mais artefact, et les talismans, c'est un petit peu comme les Painland, ils ajoutent soit de l'incolore, soit du mana coloré, au prix d'un petit point de vie. J'ai décidé, étant donné que mes couleurs majoritaires sont le bleu, le blanc, et à peu près à égalité le rouge et le noir, de ne pas jouer le cachet Rakdos, ni le Dimir, étant donné qu'il ne permet pas de lancer Akiri. Ensuite, on aborde les beaters, donc ça, ce sont vraiment des permanents et des sorts dont le but est de clôturer la partie. Basim remplit plusieurs cases, il s'agit d'une petite 2-2 pour 2, mais qui va bénéficier à chaque fois qu'on lance un sort historique, donc artefact, légendaire ou saga, de nous faire piocher une carte, dans la limite d'une par tour. Ça va également le rendre imbloquable ce tour-ci. En plus, il va grandir au fur et à mesure qu'il va réussir à infliger des blessures à l'adversaire avec un marqueur +1/+1, ce qui n'est pas négligeable. Force Erlingas est une carte qu'on ne présente presque plus, permettant
pour un mana rouge, un mana blanc et X, de créer X jetons qui vont avoir la célérité et le piétinement, et cerise sur le gâteau, si une de nos créatures inflige des blessures de combat à un joueur ce tour-ci, on devient le monarque. Ensuite, on a le petit robot de compagnie d'Akiri, Mendicant Core, qui vient de sortir et qui a une capacité assez similaire. Pour un mana blanc, un mana bleu, on a une étoile 3, étoile étant le nombre d'artefacts qu'on contrôle, sauf qu'il y a quelques petites lignes de texte supplémentaires. Start your engines. Quand on résout Mendicant, on démarre avec une vitesse de 1, et au fur et à mesure qu'on inflige des blessures à notre adversaire, on augmente notre vitesse de 1 par tour. Ça peut aller assez rapidement, étant donné que si on le résout et qu'on attaque dans le même tour, on passe directement à une vitesse de 2. Et pourquoi est-ce que ça serait utile? Eh bien, une fois qu'on a notre vitesse maximale, à chaque fois qu'on va lancer un sort d'artefact, on va pouvoir payer un mana pour copier notre sort. Et croyez-moi, cette capacité, elle peut clôturer des parties très rapidement. Psychic Frog a retourné plus d'un format. Il peut paraître inoffensif sous ses petits airs psychédéliques, mais il s'agit d'une carte qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer par sa capacité à piocher des cartes à chaque fois qu'il inflige des blessures à un adversaire, à pouvoir grandir en se défaussant de cartes et à pouvoir être évasif avec le vol en exilant 3 cartes de notre cimetière. Il existe pas mal de petites synergies dans le deck qui nous permettent d'abuser un petit peu de la capacité de Psychic Frog. Je les évoquerai ultérieurement. Barrogoyf est un véritable mur qui, quand il arrive en jeu, qui a une force et une endurance proportionnelle au nombre de types dans les deux cimetières. Avec ses deux mots-clés contact mortel et lien de vie, il dissuade tout adversaire d'attaquer, et pour le coup, lui, quand il inflige des blessures de combat à un adversaire, on se meule d'autant de cartes, et on peut renvoyer une carte de créature meulée de cette façon, ce qui va donc lui permettre de s'auto-alimenter, d'augmenter le nombre de types qu'on a dans notre cimetière, et de devenir une menace encore plus puissante. Il est assez commun qu'il arrive quand même assez rapidement 5-6, pour 3 manas investis, on a affaire à une belle bête. En parlant de ça, Carnage Interpreter nous coûte notre main quand il arrive en jeu, par contre, il nous permet de poser 4 artefacts, ce qui permet un boost très conséquent à Akiri. En plus, tant qu'on n'a qu'une carte en main ou moins, il devient une 5-5 avec la menace. Très pratique pour aller clôturer les parties et repiocher des cartes quand on a plus de gaz. Flage est un plan de jeu à lui-même, une carte qui nécessite un fort investissement, que ce soit au niveau de la base mana, au niveau des terrains qu'on fetch pendant notre partie, mais par contre elle nous apporte une récompense très forte, celle de faire un stop net à toutes les stratégies Red Deck Wins. En fait, le fait d'avoir une Lightning Helix sur patte est extrêmement oppressant pour tous les decks qui cherchent à passer au board ou avec des blasts. Raffine est un général qui a également été très représenté il y a quelques temps. Il s'agit d'une 1/4 vol avec Parade 1 aux couleurs Esper, qui dit qu'à chaque fois qu'on attaque, on va piocher et défausser autant de cartes qu'on a de créatures attaquantes et mettre autant de marqueurs +1/+1 sur une créature de notre choix, X étant le nombre de cartes non terrain qu'on va avoir défaussé de cette façon. Aragorn, c'est un peu le roi du format actuel. C'est un deck qui est très représenté, surtout à l'international, assez oppressant par sa capacité à prendre le board et à ignorer les phases de bloc. En fait, il s'agit d'une 4/4 vigilance lien de vie pour 4 aux couleurs Jeskai, qui dit que on devient le monarque quand il arrive en jeu, et quand il attaque, on peut empêcher une créature de bloquer si on n'est pas le monarque, ou alors empêcher l'adversaire de bloquer avec toutes ses créatures si on l'est. Breya, c'est probablement une des cartes emblématiques du deck, étant donné que c'est dans son préconstruit qu'ont été édités Akiri et Silas. En fait, résoudre Breya, ça nous propulse vraiment vers la victoire. Quand elle arrive en jeu, elle crée 2 jetons mécanoptères 1-1 avec le vol. Étant donné que ce sont également des artefacts, elle permet d'entretenir sa propre capacité, à savoir payer 2, sacrifier 2 artefacts, et faire soit 3 blessures à un adversaire, -4/-4 à une créature, ou gagner 5 points de vie. Je ne compte plus le nombre de parties que j'ai remportées après avoir résolu Breya, tant son impact est écrasant. On continue avec Pyrogoyf, qui est plus ou moins le grand frère de Barrogoyf, étant donné qu'il va également regarder le nombre de types de cartes qu'il y a dans les cimetières. Pour le coup, il a un effet plus impactant à son arrivée en jeu, il va infliger autant de blessures à une cible de notre choix que sa force. Petit détail, Pyrogoyf active son ETB pour chaque Lurgoyf qui arrive en jeu. Shorekai est également un général qui a été banni et qui nous permet de faire un card advantage monstrueux. Pour 4, aux couleurs Azorius, on a un véhicule qui nous permet, pour un mana, de piocher 2 cartes, de se défausser d'une seule, et de créer un jeton pilote 1-1 qui peut piloter comme s'il avait 3 de force. Ce qui fait
que Shorekai peut s'animer à partir de 3 pilotes. Ça peut être aussi pour nous une façon d'utiliser une Akiri qu'on vient de relancer pour crew, attaquer avec Shorekai et clôturer la partie en un éclair. On continue la série des généraux bannis avec Urza, une 1-4 pour 4 qui n'arrive jamais seul étant donné qu'il crée un Karnstruct, donc un jeton de créature artefact qui prend +1/+1 pour chaque artefact en jeu. Urza permet d'engager n'importe quel artefact pour ajouter un mana bleu et permet de rentabiliser tout le mana excédentaire qu'on va avoir en payant 5, mélangeant notre bibliothèque, exilant la carte du dessus et pouvant la lancer gratuitement jusqu'à la fin du tour. Chaos Defiler, c'est probablement la meilleure carte de Warhammer qui a été éditée. Pour 5 mana aux couleurs Rakdos, on a une 5-4 piétinement qui à la fois à son arrivée en jeu mais également quand elle meurt, nous permet de choisir un permanent contrôlé par un adversaire et de le détruire. En fait, c'est une carte designée pour le multijoueur, c'est pour ça qu'il y a un wording qui est un peu plus complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que le choix ne cible pas. Ça permet de passer à travers toutes les parades ainsi que la défense talismanique. Fury est une véritable pyrokinésis sur pattes. Pour 5, on a une 3-3 double initiative qui, quand elle arrive en jeu, inflige 4 blessures réparties comme on le souhaite entre des créatures ou des planeswalkers. On peut évidemment la jouer gratuitement, mais pas tant que ça, puisque c'est au prix d'une carte rouge de notre main. Vous le verrez, dans ce deck, il y a pas mal de cartes qui remplissent plusieurs fonctions. En effet, Esper Sentinelle nous permet de piocher des cartes si l'adversaire ne paye pas une taxe proportionnelle à sa force à chaque fois qu'il lance le premier sort non créature à chaque tour. Diada est un général qui fut encore une fois très oppressant, un planeswalker qui arrive avec 5 de loyauté pour 4 mana aux couleurs mardues. En plus de, elle permet à une créature légendaire de gagner vigilance, lien de vie et indestructible jusqu'à notre prochain tour. Son -3 nous permet de révéler les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque, de choisir n'importe quel nombre de permanents légendaires pour les mettre dans notre main, et pour chaque permanent qu'on va mettre au cimetière juste après, on va créer un trésor. Le -11 ne sera que très peu activé, si on en arrive à ce niveau de la partie, c'est qu'on devrait déjà avoir gagné. Lorien Reveal, dans l'occurrence, est plutôt joué pour sa capacité d'Island Cycling, permettant d'aller chercher une île dans notre bibliothèque pour la mettre dans notre main. Mais il arrive de temps à autre qu'on puisse se permettre de payer 5 mana pour la lancer et piocher 3 cartes. Intimement liés aux cartes d'advantage, les cantrips et les tutors sont vraiment le squelette du deck. Ils permettent d'articuler et de fluidifier les sorties en fonction des decks qu'on va affronter. Brainstorm est une carte emblématique de Magic qui nous permet de piocher 3 cartes et parmi toutes les cartes de notre main d'en remettre 2 au-dessus de notre bibliothèque. Si elle est couplée avec un effet qui nous permet de remélanger notre bibliothèque, comme par exemple un fetch, c'est une carte qui est comparable à Ancestral Recall, étant donné qu'elle nous permet de remélanger et d'évacuer 2 cartes qui ne nous seraient pas forcément utiles. Gitaxian Probe est une carte qui est vraiment puissante dans sa capacité à ne coûter que 2 points de vie ou un petit mana bleu pour prendre l'information sur les cartes dans la main adverse et de se recycler en piochant une carte. En général, on la lance avant de vouloir résoudre un sort impactant, que ce soit notre général ou un beater, dans le but de vérifier si notre adversaire a soit des removals, soit des contre-sorts. Baleful Strix est une carte qui a tendance à être assez embêtante pour l'adversaire avec ses capacités de vol et de contact mortel. En plus, elle a le bon goût de se remplacer quand elle arrive en jeu en nous faisant piocher une carte. Gleaming Gear Drake est une petite 1-1 aux couleurs IZ qui a le vol et qui, à son arrivée en jeu, nous permet d'enquêter, donc de poser un jeton indice qu'on pourra sacrifier ultérieurement pour piocher une carte. Ce dracon profite de chaque sacrifice d'artefact qu'on va faire, donc ça peut être des trésors, de la nourriture ou l'indice qu'il pose à son arrivée en jeu. Il peut très vite grandir et avec sa capacité vol évasive, peut infliger une certaine quantité de dégâts s'il est sous-estimé. Fable of the Mirror Breaker, c'est plusieurs cartes en une. En fait, quand elle arrive en jeu, on débute au premier chapitre, c'est-à-dire qu'on crée un jeton 2/2 Gobelin Chaman qui, à chaque fois qu'il attaque, crée un trésor. Ensuite, au tour d'après, on peut choisir de se défausser jusqu'à 2 cartes pour en repiocher autant. Et enfin, au 3e chapitre, la fable se transforme en reflet du brise-miroir qui nous permettra, une fois qu'il aura passé le mal d'invocation, de copier nos créatures non légendaires et d'abuser des capacités d'arrivée en jeu de celle-ci. J'ai mis Teferi dans les cantrips étant donné que son -3 nous permet de piocher une carte. En l'occurrence, il s'agit vraiment d'un planeswalker clé, notamment dans les match-ups qui se veulent assez interactifs, à savoir tempo et contrôle. Son effet statique empêche tous les adversaires de lancer des sorts autrement qu'en rituel.
c'est-à-dire pendant leur tour et même pendant leur phase principale si la pile est vide. Son plus 1 pour le coup nous permet de casser cette symétrie en lançant nos sorts rituels comme s'ils avaient le flash. Son moins 3 permet de renvoyer dans la main de son propriétaire un artefact, une créature ou un enchantement. En plus, il nous permet de piocher une carte. E-Tutor ne nous fait pas piocher, mais nous permet d'aller sélectionner parmi une boîte à outils immense d'artefacts ou d'enchantements et de la mettre au-dessus de notre bibliothèque. Généralement, on peut la lancer à la fin du tour adverse ou à notre entretien pour pouvoir bénéficier de la carte qu'on est allé chercher directement en la piochant pour notre tour. Demonic Tutor, c'est la meilleure carte de notre deck, mais pour 2 manas de plus. Étant donné qu'on peut aller tutoriser n'importe quoi, on n'est même pas obligé de la révéler à l'adversaire, on peut donc garder le mystère et bluffer, enfin bref, c'est une excellente carte. Tainted Pact est un petit peu plus dangereuse que Demonic Tutor, mais va proposer un effet relativement similaire en éphémère. On va exiler les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à soit révéler 2 cartes identiques, en l'occurrence ce ne sera jamais le cas étant donné que toutes nos cartes ont des noms différents, soit s'arrêter à une carte qui nous satisfait et la mettre dans notre main. Il faut quand même faire attention car les cartes exilées le resteront. Urza's Saga remplit plusieurs critères. C'est à la fois un terrain qui ajoute de l'incolore, mais également une capacité qui permet de mettre en jeu des créatures menaçantes, et enfin un tutor pour quelques artefacts à 0 ou 1 que je présenterai ultérieurement. Penchons-nous un petit peu sur la partie réactive de notre deck. Après avoir fait plusieurs tests, je me suis rendu compte que les contresorts étaient indispensables. On se doit de réagir, ou du moins d'avoir la capacité de répondre à ce que notre adversaire propose. C'est pour ça qu'on joue des cartes comme Force Spike ou Mana Tice, qui permettent de contrer un sort à moins que son adversaire ne paye un petit mana, pour punir les adversaires qui veulent un petit peu trop curver leurs menaces. Mental Misstep nous permet, soit pour un mana bleu, soit pour 2 points de vie, de contrecarrer un sort d'une valeur de mana de 1. Wash Away n'a pas été designée pour le duel Commander, mais s'avère être excellente. En effet, elle permet de contrecarrer un sort pour un petit mana bleu qui n'a pas été lancé depuis la main. On pense typiquement au Command Zone, au cimetière ou à l'exil. C'est également un cancel pour 3 mana qui nous permet donc de contrecarrer un sort. Daze fait partie du package des contres gratuits qui nous demande de soit payer 2 pour contrer un sort à moins que son contrôleur ne paye 1, soit de nous renvoyer une île dans notre main à la place de payer son coût. Ensuite, on a quelques contres qui demandent à l'adversaire de payer 3. Mana Leak, No More Lies, qui a le bon goût d'exiler le sort après l'avoir contré, et Metallic Rebuke, qui coûte 1 mana de plus, mais qui peut être réduit à un petit mana bleu pour peu qu'on engage 2 artefacts. Subtlety, à l'instar de sa collègue Fury, peut être lancé pour 4 mana, ou en exilant une carte bleue de notre main, et ne va pas contrer un sort, mais le mettre depuis la pile, soit au-dessus, soit en dessous de la bibliothèque d'un adversaire, en fonction de ce qu'il choisit. Ça nous permet même de gérer des sorts qui sont incontrables. Force of Will, c'est un contre-sort qui peut être lancé soit pour 5 mana, ce qui est assez lourd, mais dans l'écrasante majorité des cas, pour 1 point de vie et une carte bleue depuis notre main. Galvanic Blast, c'est un petit peu comme sa collègue Lightning Bolt, soit elle va infliger 2, soit elle va infliger 4 à partir du moment où on a 3 artefacts en jeu. Bolt, c'est la constance, pour 1 mana, on inflige 3 blessures. Swords to Plowshares, pour un petit mana blanc, on exile une créature et son contrôleur gagne autant de points de vie que sa force. Portable Hall, c'est un double effet qui se coule, ça nous ajoute un artefact en jeu et ça nous permet d'exiler un permanent non-terrain d'une valeur de mana de 2 ou moins jusqu'à ce que le puits quitte le champ de bataille. Orcish Bowmasters n'est pas tout à fait un removal, mais vient surtout punir un adversaire trop gourmand qui voudrait piocher des cartes supplémentaires à celles qu'il pioche au début de son tour. Il s'agit d'un staple mono noir qui est joué dans la majorité des decks, je ne vais pas forcément revenir dessus. Dismember, c'est plutôt un méta-call. Étant donné que Ketramos vient de sortir, je me suis dit qu'il était quand même assez utile de jouer quelques cartes qui permettent de tourner autour de l'indestructible. Dans le deck, il y a également Toxic Deluge et Shadow Spear avec sa petite capacité qui retire l'indestructible et la défense talismanique au permanent de nos adversaires. Dismember, c'est une carte assez flexible. Je me suis dit qu'il était quand même important de jouer à minima une colère dans le deck. C'est donc à ce besoin que répond Toxic Deluge qui nous permet en payant X points de vie de mettre -X à toutes les créatures. Parallax Wave est une excellente carte mono blanche qui arrive en jeu avec 5 marqueurs qu'on peut retirer pour exiler des cartes de créatures de la partie, mais il y a quand même un arbitrage à faire puisqu'au début de notre entretien on doit retirer un marqueur et si on ne le peut pas, on sacrifie la Parallax et on rend toutes les créatures qui sont exilées par elle. Enfin, Solitude, c'est une Swords to Plowshares sur pattes, elle peut être soit pitchée avec une carte blanche, soit flashée en tant que 3 de lien de vie avec son ETB. On aborde à présent les petits packages de quelques cartes que j'ai ajoutées. Au fur et à mesure des tests, je me suis rendu que Akiri prenait le board. Avec sa capacité initiative et vigilance,
vigilance, elle permet vraiment de contester tout ce que l'adversaire va pouvoir proposer. Pour autant, ces 3 petits points d'endurance la rendent assez sensible à beaucoup d'anti-bêtes du format. C'est pour ça que quand on la relance, il faut pouvoir lui donner la capacité célérité pour infliger les dommages qui nous permettent de rester dans la course et de ne pas se faire submerger par les menaces adverses. Arena of Glory remplit tout à fait cette fonction, c'est également le cas de Lightning Greaves qui donne à la fois célérité mais également linceul, tout en donnant plus 1 de force à Akiri. On a aussi Detective Phoenix qui va donner pour le coup lui plus de vol et célérité avec sa capacité de grâce en exilant 6 de mana value depuis notre cimetière. Il a le bon goût également de pouvoir être relancé depuis le cimetière. On a également les Mother, donc Mother of Runes. J'ai décidé de ne pas jouer Giver of Runes étant donné qu'elle ne peut pas se protéger elle-même, même si elle peut protéger de l'incolore, là où Skrelv va être assez similaire mais pour le coup c'est une créature artefact. Enfin, pour accompagner les interactions que ce soit contre et removal, on a des cartes qui sont là pour embêter l'adversaire. J'en ai déjà abordé quelques-unes. Ghost Vacuum répond à un besoin d'interagir avec les cartes dans le cimetière adverse, étant donné que le méta est assez orienté autour de cela. On pense typiquement à Reaminatu, un petit peu moins actuellement, mais Slimefoot and Squee, ainsi que tout un tas de stratégies à base de flash. En plus, c'est un artefact qui peut être sacrifié pour 6 mana, nous permettant de remettre en jeu en tant que 1-1 vol toutes les créatures que l'on a exilées avec elle. Winter Orb, c'est un petit peu une des cartes emblématiques d'Akiri Silas qu'il nous reste. Avec le ban de balance, il faut bien qu'on garde des stratégies unfair pour se différencier par rapport aux autres decks et gagner un avantage significatif sur la partie. Winter Orb, c'est une carte du premier set de Magic. Elle est donc wordée de façon un petit peu technique. Pour 2 mana, on a un artefact qui dit que chaque joueur ne peut dégager qu'un seul terrain au début de son tour. Et ce, tant que la Winter Orb est dégagée. On peut donc, avec des outils tels que Moonsnare Prototype ou Urza, l'engager en fin de tour adverse, dégager tous nos terrains, quand l'adversaire, lui, ne pourra en dégager qu'un seul à son tour. En général, avec cet avantage de mana, on est capable de développer notre plan de jeu là où l'adversaire est en galère. Dans le même esprit, on a Tanglewire qui arrive en jeu avec 4 marqueurs et va demander à l'entretien de chaque joueur d'engager autant de permanents qui sont soit des terrains, soit des créatures, soit des artefacts qu'il y a de marqueurs sur Tanglewire. Là où c'est un petit peu asymétrique, c'est qu'on peut engager Tanglewire sur son propre trigger, sachant qu'à notre entretien, on commence par retirer un marqueur, ce qui fait qu'on va pouvoir engager 2 permanents de moins que l'adversaire à chaque fois. J'ai pu l'aborder, Urza Saga c'est vraiment une des cartes clés du deck. Idéalement, j'aimerais jouer 3 cartes que je pourrais tutoriser. Pour le coup, les places sont chères dans le deck, j'ai dû me restreindre à 2. Contre contrôle par exemple, faire Urza Saga au tour 2, au tour 3 et 4, faire 2 constructs, aller chercher Shadowspear et l'équiper pour attaquer est un véritable plan de jeu en lui-même, étant donné que ce sont des capacités qui ne mettent pas de sort en pile et qui demandent des removals et passent à travers les contre-sorts. Pour finir, il y a la mana base, on joue tous les fetch à notre disposition, à savoir les 10 classiques ainsi que Prismatic Vista. On a 3 terrains pentacolores, à savoir Command Tower et le duo City of Brass et Mana Confluence qui nous inflige 1 point de vie quand on les utilise pour ajouter du mana. On joue 3 basiques, blanc, bleu et noir, ainsi qu'Arena of Glory. Au niveau de la répartition des couleurs, j'ai pu l'aborder. Le bleu et le blanc sont nos 2 couleurs largement majoritaires. Viennent ensuite le noir et le rouge. Étant donné qu'Akiri coûte du blanc et du rouge, on essaye également de limiter les manas bleu et noir. C'est pour ça qu'il n'y a en bleu-noir que la mer souterraine et en noir-rouge que le Badlands. Pour les autres couleurs, on a un mix de Biland, de Raveland, quelques Surveilland ainsi que les nouveaux Vergeland. J'ai décidé de remplacer le 3e Surveilland blanc-bleu que j'avais ajouté pour tester un bridge, à savoir un terrain artefact qui arrive en jeu engagé, qui est indestructible, mais qui pour le coup ajoute 2 manas. Les 4 autres terrains artefacts sont obligatoires, tant ils permettent à Akiri de passer d'un plot 0-3 à une créature menaçante. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur ce deck, j'ai décidé de le couper en 2 parties. Voici la première partie, la prochaine sortira le week-end prochain. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'Antre du Deck.